Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de l'introduction à l'économie. Aujourd'hui, on va parler de la politique monétaire et de ses instruments. Alors, on va parler bien évidemment de la Banque nationale suisse et de sa politique monétaire. Les instruments ordinaires de la politique monétaire, effectués par la Banque centrale ou par la Banque nationale suisse, tous les instruments ordinaires que la Banque nationale utilise pour mettre en œuvre sa politique monétaire reposent sur ce qu'on appelle des ponctions de titres, ou bien en abrégé, les repos. Alors, les repos sont des opérations de crédit, bien évidemment. On va juste expliquer dans une présentation juste plus tard. Vous avez aussi d'autres instruments utilisés pour gérer la politique monétaire et mettre en place une politique monétaire en plus de ces instruments ordinaires. La Banque nationale suisse dispose de deux instruments de politique monétaire suivant ce qu'on appelle les opérations au comptant et à terme sur devise. Donc les achats et les ventes de devises au comptant ou bien à terme, c'est-à-dire à une échéance que vous avez ce qu'on appelle les swaps de devises contre francs. Autrement dit, ce sont les swaps. C'est une combinaison d'un achat au comptant ou à terme avec une vente au comptant ou à terme. Vous avez les émissions proprement productives d'intérêt et les bancs de la Banque nationale suisse, achat-vente de valeurs mobilières libellées en francs suisses, autrement dit des titres, etc. Des actions et autres. Et puis, elle peut en outre émettre, acheter et vendre des produits dérivés sur des créances, des valeurs mobilières, des métaux précieux et des couples de monnaie. Le but, tout simplement, c'est de gérer la quantité de monnaie, à qui il est nécessaire d'augmenter la quantité de monnaie dans l'activité économique. Donc, la Banque nationale suisse va émettre de l'argent suisse, et autrement dit du franc, et puis va par exemple acheter des devises, du dollar, de l'euro japonais, etc. Et puis, si la Banque nationale suisse estime que la quantité de monnaie, elle, est un petit peu exagérée, donc elle va essayer de retirer une quantité, par exemple par la vente, si vous voulez des devises par exemple, ou bien la vente des titres. Alors, comment fonctionne l'outil principal de la politique monétaire ou l'instrument principal de la politique monétaire de la Banque nationale suisse, ce qu'on appelle le repo? Au départ, la Banque nationale suisse, lorsqu'elle estime qu'elle doit injecter de l'argent à dans l'activité économique, elle propose des crédits à une banque, par exemple. Cette banque aide à la contrepartie de la monnaie qu'elle va recevoir, de la quantité de monnaie qu'elle va recevoir de la Banque nationale suisse. Elle met des titres en repos, en pension, auprès de la Banque nationale suisse. Puis, à l'échéance, la Banque nationale suisse va recevoir son argent plus les intérêts sur fur. Ce crédit-là, qui a été effectué et qui a été accepté par la banque, aide bien évidemment la Banque nationale suisse, remet les titres qui étaient en pension auprès d'elle à la banque Z. Alors, on a parlé de l'inflation. C'est la hausse du niveau général des prix. Autrement dit, c'est la hausse généralisée du niveau des prix. Comment on mesure cette inflation? Dans la mesure à l'aide de différents indices. On a quelques exemples d'indices. D'abord les PC, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation. Ça, c'est l'élément ou l'indice phare qui est utilisé par les économistes et par les institutions en guise de mesure de l'inflation. Et puis, vous avez pigé un indice des prix de production de gros, et puis vous avez l'indice des prix implicites du PIB, ou PNB. Donc, tous ces indices peuvent donner une idée sur l'évolution des prix. Alors, comment mesurer l'inflation en mesurant l'inflation par l'indice des prix à la consommation? Cet indice est calculé d'une période à l'autre et formellement, c'est-à-dire mathématiquement. Le taux d'inflation est égal à l'indice P à la période T moins l'indice à la période T-, et divisé par l'indice de la période T- en poisson. Et donc, en fait, le taux d'inflation, c'est tout simplement le taux de croissance de l'indice des prix à la consommation. Cet indice-là peut baisser. Si vous voulez, calculé par l'Office fédéral de la statistique à l'aide de ce qu'on appelle le panier type 1, appelé jadis le panier de la ménagère, ce panier-là, il regroupe un nombre, si vous voulez, assez important de biens et de services consommés par le ménage moyen. Et bien évidemment, on essaye d'observer l'évolution des prix des éléments ou bien des biens qui composent ce panier. Chaque mois, l'Office fédéral de la statistique publie, si vous voulez, l'indice des prix à la consommation. Autrement dit, il publie tout simplement le taux d'inflation, à quoi sert l'indice des prix à la consommation, ou bien le taux d'inflation tout simplement. En fait, il sert à observer l'évolution des prix parce que l'évolution des prix joue un rôle très important dans l'activité économique. Et en partie, la politique monétaire repose sur des éléments de la stratégie de la politique monétaire de la Banque nationale suisse qui repose tout simplement sur l'évolution des prix. Autrement dit, c'est sur le taux d'inflation. Il sert aussi à l'adaptation des salaires, des rentes, des tarifs et des loyers au renchérissement, c'est-à-dire à l'augmentation par exemple des prix. Et donc, il y aura un phénomène d'indexation qui doit se faire pour que les salariés, les rentiers, ou bien tout ce qui est,
proposé avec de l'argent, ne voit pas par exemple ses prix augmenter énormément, et donc par exemple, les salariés ne doivent pas perdre leur pouvoir d'achat. Donc ce phénomène d'indexation est important pour garder un petit peu cette stabilité du pouvoir d'achat des ménages et des consommateurs. L'indice des prix à la consommation sert aussi à l'élimination de l'effet du prix sur les données statistiques. Par exemple, on flatte les comptes nationaux, autrement dit, on va parler tout simplement du PIB réel au lieu, par exemple, du PIB nominal, ou bien PIB au prix constant, afin d'éliminer l'effet de l'inflation sur les agrégats économiques, tout simplement. Et donc, on peut aussi l'utiliser pour flatter bien d'autres choses, comme par exemple le salaire réel, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des consommateurs. Il sert aussi de base de décision en matière de politique économique. Exemple, la politique monétaire de la Banque nationale. C'est un indicateur économique pour des comparaisons avec d'autres pays. Parce qu'il y a des instances internationales qui publient aussi les taux d'inflation. Donc, il faut que ces taux d'inflation soient un peu comparables entre les différents pays, quelles que soient les causes de l'inflation. Tout d'abord, on recense 4 sources, si vous voulez, ou 4 origines de cette inflation. Il y a l'inflation par la demande, l'inflation par les coûts de production et des matières premières, l'inflation par l'excès de monnaie dans l'activité économique, donc une inflation d'origine monétaire. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'inflation importée. Bien évidemment, là, la condition c'est que, pour autant que la monnaie nationale reste stable vis-à-vis de la monnaie étrangère, commençons par l'inflation par la demande. Alors, l'inflation par la demande, quels sont les responsables de cette inflation ? Tout d'abord, vous avez les ménages, où les ménages peuvent causer, si vous voulez, de l'inflation. Autrement dit, à participer à l'augmentation des niveaux des prix parce qu'ils haussent un petit peu la consommation. Ou bien augmentent l'acquisition des logements financés par le crédit, donc il y aura un petit peu une tendance au renchérissement à travers cette hausse de la consommation. En particulier, si les entreprises en face n'arrivent pas à augmenter leur production. Les entreprises, lorsqu'elles augmentent leur investissement non autofinancé, ça veut dire des investissements sur la base de crédit. Et finalement, vous avez l'État aussi, par sa politique de soutien à l'activité économique. Ça implique un déficit budgétaire, ce qui peut augmenter aussi le niveau des prix dans une économie. Vous avez une cause qui est liée à cette première, c'est l'insuffisance de l'offre. Donc, insuffisance de l'offre. Tout simplement sans les entreprises. Insuffisance des capacités productives. Nous avons dit que lorsque, par exemple, la hausse de la consommation émanant des consommateurs est là, et les entreprises n'arrivent pas à augmenter leur capacité de production, à ce moment-là, il y a une tendance à la hausse des prix. Vous avez des techniques de production trop rigides. Ça veut dire qu'elles ne sont pas capables de s'adapter rapidement à la demande. En face de cette offre, l'État peut aussi jouer un rôle. Par exemple, l'État n'offre pas les infrastructures, les moyens de communication d'une manière adéquate, et donc, si vous voulez, des coûts supplémentaires qu'on va supporter. Et en particulier, les entreprises vont supporter un peu plus de coûts, qu'on va le répercuter sur leur prix de vente. Vous avez aussi une formation insuffisante de la main-d'œuvre, et donc rejoint un petit peu cette inefficacité des entreprises à répondre à cette demande. Vous avez des facteurs, si vous voulez, qui ne dépendent pas de l'État ou des entreprises. Exemple, des facteurs accidentels liés à des catastrophes naturelles ou guerres, conditions climatiques. Ces facteurs-là peuvent par exemple provoquer des pénuries temporaires. Pensez par exemple aux produits agricoles, tout simplement. L'inflation par les coûts. En fait, les sources de l'inflation par les coûts sentent le coût du travail qui augmente, en raison par exemple des grèves, des pressions, des syndicats. On assiste par exemple à des hausses de salaire, alors que les entreprises, bien évidemment, répercuteront sur leur prix de vente. Et le problème qui résulte de tout cela, c'est qu'on entre dans un cycle ou dans un cercle vicieux de salaire-prix quand on augmente les salaires. Les entreprises répercutent cette augmentation des salaires sur leurs coûts, donc sur le prix de vente. Bien évidemment, les salariés vont revenir à la charge parce que leur pouvoir d'achat va baisser et donc vont demander une augmentation nouvelle de salaire, etc. Vous avez le coût du facteur capital déterminé essentiellement par le rythme des amortissements des investissements. Il dépend des vagues de progrès techniques et des interventions de l'État en matière d'incitation à l'investissement. D'accord ? Le facteur du capital devient un petit peu plus cher. Et cela se traduit par une répercussion de cette cherté sur les coûts de production qui vont augmenter bien évidemment les prix de vente, afin que les entreprises gardent leur marge. Et vous avez bien évidemment le phénomène des coûts de matières premières qui augmentent. Les mouvements de prix de matières premières contribuent largement à peser sur le niveau des coûts de production. Vous pensez tout simplement au coût du pétrole, par exemple, le coût des matières premières telles que le blé, telles que le charbon, etc. Les coûts de l'inflation
par la quantité de monnaie ou par la politique monétaire, ou bien d'origine monétaire tout simplement. On assiste ici à un excès de monnaie qui implique une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie, ce qui est à l'origine d'une hausse généralisée des prix. Et puis, finalement, vous avez l'inflation dite importée ou d'origine étrangère, à la condition, c'est que lorsque la monnaie nationale ne compense pas cette hausse des prix des produits étrangers importés par le pays, tels que la Suisse par exemple. Lorsque la monnaie, autrement dit le franc suisse, reste constant ou reste stable vis-à-vis de l'euro par exemple. À ce moment-là, lorsqu'il y a une inflation importante par exemple en Allemagne, vu que l'Allemagne est parmi les premiers partenaires de la Suisse, donc s'il n'y a pas une compensation du taux de change à ce moment-là, on peut assister à une augmentation des prix, bien évidemment importés, que les entreprises suisses vont répercuter tout simplement sur leurs produits nationaux. Lorsqu'ils utilisent des produits importés dans la fabrication, on parle aussi d'un phénomène de déflation. Ce phénomène-là se traduit ou se manifeste tout simplement par une baisse continue du niveau général des prix. Autrement dit, c'est l'inverse de l'inflation. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise ? En apparence, une bonne chose pour les consommateurs. Mais lorsque le phénomène continu dure dans le temps, il devient un phénomène néfaste, en particulier pour les entreprises, parce que les entreprises, à force de voir leur prix de vente baisser, peuvent bien évidemment ne plus faire de bénéfices. Autrement dit, peuvent tout simplement arrêter la production et fermer boutique. Alors, quelles sont les conséquences de l'inflation ? Tout d'abord, l'inflation implique la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. L'inflation joue un rôle dans la dévalorisation de tout ce qui est exprimé en monnaie. Par exemple, peut-être que les salaires, les rentes, les intérêts, les créances à risque de progression à froid, en particulier au niveau de la fiscalité. On peut, si un pays pratique par exemple une fiscalité, si vous voulez qu'il progresse avec l'augmentation du revenu, donc toute augmentation de salaire. En fait, on peut faire passer le contribuable d'un échelon à un autre échelon supérieur en matière de paiement d'impôts alors que son pouvoir d'achat, à cause de l'inflation, a baissé. Le pouvoir d'achat des salariés a tendance à baisser. Les grandes victimes de l'inflation sont les rentiers et les petits salaires. En cas de hyperinflation, cette catégorie peut être complètement ruinée. Il y a une conséquence aussi néfaste sur les échanges entre un pays et le reste du monde. Qu'est-ce que cela veut dire ? S'il y a une inflation, en particulier la grande inflation ou inflation importante, tout ce qu'on appelle hyperinflation. Si vous voulez, les importateurs des pays étrangers, autrement dit ceux qui importent nos produits à nous dans notre pays, vont considérer que les prix sont très chers et vont donc chercher d'autres fournisseurs. Ça peut être très négatif pour l'activité économique du pays.